orthodontiste fait appel à diverses explorations paracliniques. Parmi celles-ci, la biologie, grâce au dosage des marqueurs cardiaques, occupe une place prépondérante. Cette biologie permet un diagnostic précoce et cela, bien sûr, va entraîner un meilleur pronostic et une meilleure prise en charge thérapeutique des maladies cardiovasculaires. Ces maladies cardiovasculaires sont une des premières causes de mortalité dans les pays industrialisés. Deux types de pathologies sont retrouvées. Nous avons les cardiopathies ischémiques ou syndrome coronarien aigu, subdivisés un petit peu en angor stable, mais surtout en angor instable et en infarctus du myocarde. Et bien sûr, nous avons l'insuffisance cardiaque avec dyspnée. Ces deux pathologies qui surviennent dans les pavillons des urgences posent un problème de prise en charge rapide. Du point de vue historique, dès 1954, les chercheurs ont essayé de rechercher des marqueurs cardiaques spécifiques et sensibles à ces différentes pathologies. Il y a eu au début la détermination de l'activité de la transaminase qu'on appelle la SAT, suivie par l'activité de la LDH et de la CPK ou CK. On les appelle les enzymes cardiaques. Après, d'autres protéines sont venues pour améliorer le diagnostic de l'infarctus du myocarde et de l'insuffisance cardiaque, d'où l'appellation maintenant des marqueurs cardiaques. Et vous avez un petit peu une chronologie des différents événements d'apparition de ces différents marqueurs. Qu'est-ce que c'est qu'un marqueur cardiaque? Comment doit-il être idéal? Donc, quelles sont ses qualités? Il doit être cardiospécifique et sensible, être synthétisé uniquement et libéré uniquement par le cœur. Il doit être absent ou en faible concentration dans le sang des sujets sains. Il doit apparaître très tôt dans la circulation. Il doit permettre une reconnaissance précoce des infarctus ou des patients à risque de développer un infarctus. Ce marqueur doit avoir une demi-vie suffisamment longue pour pouvoir effectuer les diagnostics tardifs. Il doit présenter des augmentations qui doivent être corrélées au pronostic. On doit pouvoir le doser à l'aide d'une méthode. Cette méthode doit être adaptée à l'urgence, puisqu'il faut répondre au pavillon des urgences. Elle doit être rapide et facilement praticable. Cette méthode doit être standardisable et possède une bonne sensibilité et des précisions analytiques. Pourquoi on choisit les marqueurs cardiaques? Parce qu'ils sont localisés au niveau des muscles cardiaques qu'on appelle les cardiomyocytes. Et comme vous pouvez le constater, nous avons différents marqueurs. Ici, la CK-MB qu'on retrouve au niveau des noyaux et des mitochondries, la myoglobine qu'on retrouve au niveau du cytoplasme et bien sûr le complexe troponine qui est dans le complexe de contraction des muscles myocardiques. Alors, quelle est la nature des marqueurs biologiques cardiaques? Nous avons différents types de nature. Nous avons les marqueurs de la cytolyse cardiaque, en particulier celles qu'on retrouve au cours de l'infarctus du myocarde. Nous avons les enzymes. Il y a des anciens dosages, c'est l'exemple des transaminases, les lactates déshydrogénases et leur isoenzyme, la bêta-HBDH. Nous avons la créatinine kinase et particulièrement l'isoenzyme qui est la CK-MB et que maintenant on dose du point de vue massique et on appelle pondéral, dosage pondéral. Nous avons les protéines non enzymatiques, la myoglobine, les troponines I et les troponines T, cardiaques ou cardiospécifiques. Et nous avons une nouvelle approche grâce à cette nouvelle protéine qu'on appelle la HFABP, Heart Fatty Acid Binding Protein. Nous avons aussi les marqueurs de l'insuffisance cardiaque, deux peptides natriuréthyriques de type B. Nous avons le BNP et le NT-proBNP. Nous allons voir cela au fur et à mesure de nos différentes pathologies. Alors, les syndromes coronariens aigus, comme vous pouvez le constater, c'est un continuum. Nous avons une population saine. Après, nous avons une population qui apparaît saine, mais qui pourrait être prédisposée à ces syndromes coronariens. Nous avons ce qu'on appelle communément l'angor stable. Ça veut dire que c'est un patient qui, de temps en temps, fait des angines de poitrine. Nous avons l'angor instable qui est l'angine de poitrine
anciennement appelée. Nous avons l'IDM sans onde Q de nécrose et en dernier lieu, nous avons l'infarctus du myocarde avec l'onde Q de nécrose. Ce continuum a une évolution lente à partir de la rupture d'une plaque d'athérome. Nous avons par la suite une diminution des apports en oxygène et en substrat au niveau des cellules du myocarde. Cela va entraîner une nécrose. Le traitement d'urgence, comme le connaissent les urgentistes, c'est la reperfusion par thrombolyse de manière rapide. Concernant la biochimie, nous avons l'ischémie des muscles du myocarde. Donc nous avons une baisse de l'alimentation en oxygène. Cela va entraîner l'augmentation de la glycolyse anaérobie, qui va entraîner l'accumulation du lactate. Vous connaissez que le lactate, c'est l'acide lactique, donc cela va entraîner la baisse du pH. Avec l'activation des enzymes lysosomiales qui sont activées à pH acide, désintégration des protéines myocardiques, en particulier des membranes, cela va entraîner une mort cellulaire et nécrose, et avec libération des marqueurs biochimiques du contenu intracellulaire dans le sang. Et cela va entraîner les changements électriques. Si l'anoxie dépasse les 20 minutes, on aura apparition des protéines cytoplasmiques, en particulier les enzymes et les protéines non enzymatiques, au niveau sanguin. Alors, la définition du myocarde, de l'infarctus du myocarde, vous la connaissez mieux que moi qui suis biologiste. La définition, la première, c'est la nécrose ischémique massive ou systématique, systématisée du muscle cardiaque, étendue à une surface égale ou supérieure à 2 cm². Par la suite, il y a eu une deuxième définition, c'est toute élévation d'un marqueur biochimique, en particulier les troponines, dans un contexte d'ischémie myocardique, voire de douleur thoracique, atypique, doit être considéré, c'est un problème d'ici, doit être considéré comme un infarctus du myocarde. Alors, l'infarctus du myocarde a des critères de diagnostic, en particulier la triade que connaît tout le monde, la clinique qui se présente avec des douleurs thoraciques sévères et prolongées, atypiques, épigastriques, ou ischémie silencieuse, en particulier les douleurs thoraciques, avec bien sûr des modifications compatibles avec l'IDM, les sus-décalages et les ondes de nécrose. Et bien sûr, nous avons libération des marqueurs cardiaques au niveau sérique qui vont être élevés. Le diagnostic positif de l'infarctus du myocarde est posé avec au moins 2 signes d'entre eux. Alors, ces marqueurs biologiques cardiaques, qu'est-ce qu'ils peuvent nous apporter? Pourquoi faire? Quelle est leur indication? Ces marqueurs diagnostiques sont utilisés si le CG n'est pas contributif. Si le CG nous donne un diagnostic positif d'infarctus du myocarde, ces marqueurs biologiques vont ramener un plus au diagnostic. Ces marqueurs doivent nous donner une idée sur le pronostic, quelle est la taille de la nécrose. Ils doivent nous donner une idée sur l'efficacité thérapeutique et bien sûr le risque de récidive coronaire et si on suspecte une extension lésionnale au niveau du myocarde. On commence par les enzymes cardiaques. Alors nous avons la CKMB qui est une isoenzyme de la créatine phosphokinase. Cette créatine phosphokinase, elle phosphoryle la créatine par ajout d'un phosphate au niveau qui est ramené grâce à l'ATP. Cette CKMB a une double localisation cellulaire, cytoplasmique et mitochondriale. Elle est formée de dimères de 2 sous-unités polypeptidiques, M et B. Nous avons 3 isoenzymes, mais ce qui nous intéresse plus particulièrement, c'est qu'au niveau du myocarde, nous avons la composition en 70-95% de CKMM et 5 à 25% de CKMB. Et lorsqu'il y a un infarctus du myocarde, nous avons une augmentation précoce et une grande sensibilité du dosage au cours de l'infarctus du myocarde. Le début de l'apparition de cette CKMB dans le sang est à peu près 4 à 6 heures. Le maximum est atteint entre 12 et 18 heures. Et le retour à la normale, il s'effectue entre 2 et le 3e jour.
Seulement, il y a un petit X, c'est que cette CK1B peut être augmentée au cours des chirurgies cardiaques, des traumatismes musculaires, d'une myocardite, des myopathies et bien sûr, après une course chez les marathoniens. Le dosage de la CK1B, donc, il s'effectue sur un échantillon de sérum ou de plasma, hépariné ou EDTA. Il peut se faire en électrophorèse sur gel d'agarose. Il peut se faire par une technique qu'on appelle technique d'immuno-inhibition, comme ici. Donc on va inhiber une sous-unité, on va doser l'autre sous-unité et on multiplie par 2. Ou bien, ce qui est préconisé, c'est le dosage massif de la CK1B ou dosage pondéral qui va nous donner une idée du poids ou de la concentration de cette CK1B. Donc cela va se faire comme un dosage pour une protéine par une technique immunométrique, technique qui va utiliser 2 anticorps qui vont prendre en sandwich cette protéine. Et les valeurs, elles sont de à peu près 5 à 10 microgrammes par litre. C'est des valeurs assez stables. Ici, nous avons notre protéine avec les 2 sous-unités, un anticorps qui reconnaît une sous-unité, l'autre reconnaît une autre sous-unité, et on va prendre un substrat qui est non coloré, par exemple, qui va être coloré ou bien qui va émettre un signal de détection. Les autres marqueurs, concernant les marqueurs enzymatiques, quelles sont les conclusions que nous pouvons avoir? C'est que la CK1B massique ou pondérale, c'est la meilleure alternative si nous n'avons pas de dosage de troponine. Il est spécifique, seulement pour avoir une très bonne idée, il faut essayer de faire 2 prélèvements successifs. La CK totale n'est plus recommandée, elle est trop peu spécifique. Les LDH, les azates et leurs enzymes, aucun intérêt. La LDH, elle a un intérêt dans le diagnostic rétrospectif puisque le retour à la normale doit s'effectuer au-delà de 7 jours. Nous avons aussi, parfois, l'utilisation de ces enzymes en cours de suivi de la reperfusion. Et là, on aura un effet wash-out, ça veut dire qu'on va libérer une certaine quantité d'enzymes qui sont en intracytoplasmique lors de la reperfusion. Cela va nous donner une idée sur la positivité de la reperfusion. Alors, on passe aux protéines non enzymatiques. Nous avons en premier lieu la myoglobine, car c'est le marqueur le plus précoce. C'est une protéine localisée dans les cellules musculaires. Elle a une faible concentration chez le sujet sain. L'élimination est exclusivement urinaire. Le dosage va s'effectuer par des techniques immunologiques, comme nous l'avons indiqué tout à l'heure, type sandwich. Les valeurs, comme indiqué ici, donc de 17,4 à 105,7 microgrammes par litre chez l'homme et chez la femme, de 14,3 à 65,8 microgrammes par litre chez la femme. Le pic de l'apparition de la myoglobine est le début, entre 1 et 3 heures, le pic 6 à 12 heures, le retour à la normale 24 à 36 heures. Et nous avons une forte spécificité par rapport aux autres, nous n'avons pas une grande spécificité cardiaque, mais c'est mieux que les enzymes que nous avons nommées tout à l'heure. La myoglobine, pour son dosage, il y a 2 recommandations. Il faut faire le dosage au moment de l'admission et dans les 4 à 8 heures suivantes pour avoir une idée sur la cinétique. C'est un marqueur qui a une bonne sensibilité, une bonne spécificité. La valeur prédictive positive, elle est de 93%, mais c'est surtout pour sa valeur prédictive négative. Si dans l'heure ou les 2 heures de l'admission, vous faites le dosage de la myoglobine, surtout si le délai d'apparition ou par exemple de la douleur thoracique n'est pas très important, vous pouvez, en cas d'absence d'augmentation, vous pouvez exclure un infarctus de myocarde. Seulement, et bien sûr, il faut répéter les tests. Cela va permettre aussi le suivi de la reperfusion, puisque nous avons un pic sérique 1 heure environ après la désobstruction par angioplastie. Ce test de la myoglobine est utilisé aussi dans le diagnostic d'une récidive précoce, entre le 7e et le 14e jour, qui est assez fréquent.
L'inconvénient du dosage de la myoglobine, c'est qu'il y a une absence de spécificité, puisque comme vous pouvez le constater, le dosage de la myoglobine est augmenté en cours de différentes affections, péricardite, cardiomyopathie, chirurgie, etc. La troponine ou les troponines, c'est un complexe de 3 protéines qui ont un intérêt ou qui ont une activité dans le complexe de contraction musculaire puisqu'ils permettent la régulation. Nous avons 3 types, la troponine T, la troponine I, la troponine C. Différentes formes circulantes de troponine, des formes complexées ou des formes libres. Différentes formes complexées, nous n'allons pas nous attarder. Ce qui nous intéresse, c'est les isoformes des troponines I et T. Nous avons différentes isoformes musculaires et cardiaques. Concernant la troponine T, ce qui nous intéresse particulièrement, c'est l'isoforme CTNT, d'où ce terme de petit c. Et concernant la troponine I, concernant l'isoforme musculaire, cardiaque, c'est la CTNI. On peut faire la distinction par les dosages, puisque nous allons utiliser des méthodes immunométriques, mais avec des anticorps qui sont différents. Les troponines et les affections cardiaques, nous avons, à chaque fois que nous avons une nécrose myocardique, nous avons une élévation de la troponine ou des troponines cardiaques, qu'elles soient troponine I ou troponine T. Donc cela va permettre un diagnostic précoce de l'infarctus du myocarde, d'une très grande spécificité, parce que normalement, nous n'avons pas de troponine ni E ni T à forte concentration chez le sujet sain. Les concentrations peuvent être très élevées, plusieurs fois plus que la CK1B, s'il y a infarctus. L'apparition, elle est rapide, dès la 3e, 6e heure, et peut rester élevée pendant 10 à 21 jours. Et c'est un paramètre qui peut évaluer la reperfusion en cas de traitement rapide. Comme vous pouvez constater d'après le schéma ici, la CK1B va nous donner un petit seuil entre l'angor instable et l'IDM, alors que la CK1B, vous voyez, il y a déjà une différence entre l'angor instable, la mini-nécrose et l'infarctus du myocarde. Ces troponines sont intéressantes lorsque nous avons des syndromes coronariens aigus sans sus-décalage de ST, ou bien lors d'un angor instable ou de mini-nécrose. Les troponines cardiaques ont un intérêt très important. Le dosage des troponines, alors je me pose la question, quelle est la troponine que je vais doser? On peut doser n'importe quelle troponine, la I ou la T. Du point de vue clinique, il y a peu de différence entre elles, et comme vous pouvez le constater sur ce petit tableau, le début est pareil, le pic est pareil, c'est juste un petit peu les normes qui sont différentes, et vous voyez la cinétique, elle est juxtaposable entre les deux troponines. Le dosage des troponines s'effectue sur un échantillon de plasma de 5 ml. Le résultat est réalisé en urgence 24 heures sur 24. Le délai de remise des résultats, ça c'est important, 1 heure après la réception de l'échantillon. Donc le laboratoire est appelé à faire le maximum pour rendre le résultat le plus rapide. Les dosages s'effectuent généralement par méthode immunométrique. Cela peut être réalisé sur des automates d'immunoanalyse classiques ou simples, ou bien nous avons aussi des dispositifs de biologie délocalisée, j'allais dire presque au lit du malade en urgence. Ici, c'est une méthode immunométrique, nous avons la troponine qui est en sandwich entre 2 anticorps, ou bien ici, nous avons la troponine, nous avons 2 anticorps. On parle d'un anticorps qui contient un élément activateur et un élément ici récepteur qui va entraîner un signal qui va être détecté par l'automate. Alors les troponines, quel est leur seuil de détection? Comme vous pouvez le constater, nous avons un intervalle de référence. Ici, c'est les dommages myocardiques. Ici, c'est l'infarctus du myocarde. Bien sûr, en éliminant toute cause d'augmentation de la troponine, c'est ce que nous allons voir par la suite. Nous avons un intervalle où
on considère que c'est la zone vraiment normale. Un petit intervalle où nous considérons qu'il y a suspicion, mais très faible, et dans ce cas, nous sommes obligés de refaire un prélèvement et un dosage dans l'heure qui suit, et nous avons un seuil. Dans ce cas-là, nous sommes obligés d'appeler les services d'urgence pour les soins intensifs en cardiologie. Le seuil est différent entre la troponine I et la troponine C. C'est un petit peu la différence qu'il y a entre les deux troponines, c'est juste ce seuil de détection ou seuil décisionnel. L'intérêt aussi de cette troponine, c'est lors du suivi de la reperfusion. Ici, nous avons un petit peu un schéma concernant la reperfusion. Le schéma, la courbe en gras, cela veut dire qu'il y a réussite de la reperfusion, de la thrombolyse, et dans ce cas, en pointillé, ça veut dire qu'il y a un échec de la thrombolyse. Alors, cette troponine est un très bon paramètre, mais nous avons d'autres indications de dosage de la troponine, en particulier de la troponine IC ou TC. Ce sont toutes les atteintes cardiaques avec ischémie et souffrance myocardique, péricardite, myocardite, le diagnostic rétrospectif des IDM, tout type de chirurgie, les marqueurs de rejet transplantation, en particulier, nous avons la toxicité cardiaque des drogues, concernant le suivi en chimiothérapie, et bien sûr, le pronostic des oncoles instables, et bien sûr, vous voyez d'autres cas, tels que la péricardite. Il faut retenir que la troponine I est spécifique du myocarde, mais pas de l'infarctus du myocarde. Il faut toujours avoir à l'idée de faire une corrélation avec le dosage et la clinique. Alors, les différents marqueurs, vous voyez tout un tableau qui est chargé, que je n'arrive pas à retenir jusqu'à présent. Si je fais les différentes courbes, aussi, c'est un enchevêtrement de différents paramètres. Donc, qu'est-ce que je vais retenir? Eh bien, je vais retenir ceci. Quels sont les marqueurs cardiaques que je vais utiliser et qu'on les utilise? En particulier, nous avons la troponine I cardiaque, qui est spécifique, sensible et qui est utilisé dans le cours du diagnostic de l'infarctus du myocarde, dans l'oncore instable et tout type de chirurgie, en particulier cardiaque. Nous avons la myoglobine qui est un paramètre précoce, excellente valeur de pronostic négatif, mais non spécifique. Et nous avons la CK1B que j'utilise quand je n'ai pas de troponine ou de myoglobine. Donc, dans ma tête, j'utilise deux paramètres, la troponine et la myoglobine. Très bien. Pardon. Pour avoir une idée sur l'infarctus du myocarde et sa précocité, j'utilise un marqueur précoce et un marqueur tardif en association, comme ceci. Donc ici, nous avons le seuil, la sensibilité et la spécificité des différents paramètres dosés isolément, et ici, en association, et vous remarquez que la sensibilité et la spécificité augmentent dans le diagnostic de l'infarctus du myocarde si j'utilise les deux paramètres qui sont la myoglobine et la troponine IC. Alors, ces marqueurs cardiaques, je me suis dit que les trois paramètres me suffisent largement pour faire le diagnostic de l'infarctus. Quand il y a une suspicion de syndrome coronarien, donc nous avons la clinique, le CG, et on va doser les marqueurs cardiaques. Ici, à l'admission, j'ai une troponine tout à fait normale et la myoglobine qui est augmentée. Un autre cas de figure où nous avons les troponines qui sont augmentées, la myoglobine qui est normale. Dans le troisième cas de figure, les deux paramètres sont augmentés. Et le dernier paramètre, le dernier cas de figure, la troponine est augmentée, la myoglobine est dans les normes. Dans ce cas, quel serait le diagnostic? Le premier cas de figure, je suis devant un cas de problème musculaire, ou bien nous avons un infarctus du myocarde, mais je n'ai pas encore atteint la date d'apparition de ces marqueurs cardiaques. Donc, je refais un deuxième dosage à peu près 2 à 3 heures par la suite. Le deuxième cas de figure, j'ai des troponines tout à fait normales,
la myoglobine tout à fait normale. Je répète le dosage tout à fait normal. J'exclus l'infarctus du myocarde. Si dans ce cas de figure, c'était tout à fait normal, je refais le dosage 2 à 3 heures par la suite, ils sont augmentés, je suis devant un cas d'infarctus du myocarde bien identifié. Ici, c'est augmenté, et si c'est inférieur à 24 heures, je suis devant le cas d'infarctus du myocarde. Et si c'est au-delà, dans ce cas, je suis au-delà de 24 heures, puisque la myoglobine devrait revenir à son taux normal. Donc je suis devant un cas d'infarctus, mais qui n'est pas assez récent. Alors qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Eh bien, nous avons notre définition de l'infarctus du myocarde. Cela, ça a été fait depuis 2012. Élévation ou baisse des biomarqueurs cardiaques, troponine en particulier, de préférence avec une valeur 99e percentile des sujets normaux, plus ou moins un de ces 5 critères suivants. Les critères, vous les connaissez, symptômes d'ischémie, par exemple la douleur thoracique, les signes de CG, en particulier le sus-décalage et l'apparition de l'onde Q de nécrose, les preuves de destruction récente de myocarde, si nous avons par exemple des signes d'exploration en particulier, visualisation d'un thrombus grâce à l'angiographie ou au cours d'autopsie. Alors nous avons les troponines ultrasensibles ou hypersensibles. Ce n'est pas un nouveau marqueur. Les troponines ultrasensibles, c'est la détection à la fois plus sensible et plus précise des faibles concentrations de troponines par rapport aux méthodes dites classiques. Donc c'est de la troponine, mais à faible concentration et détectée de manière plus précoce. Ici, une cinétique, voilà troponine ultra spécifique. Nous avons différents automates qui font ces dosages. Seulement, on retient que ce n'est que le laboratoire Roche qui fait la troponine T et différents laboratoires font la troponine I. On retient que pour un patient, il faut utiliser le même dosage des troponines au même laboratoire et la même technique. Ici, c'est l'intérêt de ces troponines pour la stratification du risque des syndromes coronariens aigus. Et vous voyez qu'il y a une limite qui est celle de 0,014 microgrammes par litre ou plus précisément 14 nanogrammes par litre. Ici, vous voyez l'apport de ces nouvelles troponines, c'est qu'ils permettent l'exclusion rapide aux urgences puisqu'ils ont une excellente valeur prédictive négative de 99%. Si on fait un dosage dans les heures qui suivent l'admission, et c'est négatif. Et deuxième intérêt, c'est le doublement de la troponine T entre l'heure 0 d'admission et la 3e heure, confirme le diagnostic d'infarctus du myocarde. Ici, c'est l'algorithme décisionnel concernant les nouvelles recommandations et particulièrement, vous allez voir, nous sommes obligés de prendre en considération l'horaire d'admission, le dosage de l'admission et on doit suivre au niveau de l'heure 1, la 2e heure et la 3e heure. Seulement, l'avantage, c'est que nous avons une valeur prédictive négative, 99% de cas, et dans ce cas, il faut redoser la troponine. Si nous avons une cinétique entre l'heure 0 et la 3e heure d'au moins supérieure à 30%, nous sommes devant un syndrome coronarien probable. Si nous avons une élévation de 100%, nous sommes devant un cas d'IDM à 100%. Les principales causes d'augmentation de la troponine sont à peu près comme celles de la troponine normale. Nous avons une nouvelle protéine qui est l'HFABP, qui est une protéine dont la fonction c'est le transport intracellulaire des acides gras du cytoplasme vers la mitochondrie. L'avantage de cette protéine, c'est que le début, il est à 2 heures après les premiers symptômes, le pic entre 4 et 6 heures, et le retour à la normale vers la 21e heure. On peut le faire par détection rapide au lit du malade grâce
à des bandelettes réactives. Vous pouvez le constater, différents marqueurs qu'on appelle marqueurs cardiaques, mais qui sont en réalité des marqueurs qui surviennent ou qui viennent nous aider dans la prise en charge de l'infarctus du myocarde. Et vous remarquez que les troponines sont les marqueurs biologiques de choix et de référence de la nécrose myocardique. Concernant l'insuffisance cardiaque, je ne vais pas trop m'étaler. Donc c'est une pathologie généralement du sujet âgé. C'est l'incapacité de la pompe cardiaque à assurer un débit sanguin adapté aux besoins métaboliques de l'organisme. Elle survient généralement après des pathologies coronaires, des cardiomyopathies, l'hypertension, etc. La physiopathologie, nous avons une lésion du muscle cardiaque. Cela va entraîner une diminution de la capacité d'éjection de la pompe ventriculaire gauche et nous aurons des mécanismes compensateurs mécaniques et neurohormonaux avec une réponse hémodynamique, hypertrophie myocardique, une réponse périphérique avec des signes de vasoconstriction et une rétention hydroxydée. Cela va entraîner l'activation de peptides natriurétiques, en particulier BNP et son dérivé. La classification, je ne m'étale pas, vous connaissez, l'insuffisance cardiaque est classée en 4 stades, si vous voulez. Le BNP, c'est une protéine, c'est une hormone qui est synthétisée au niveau du cardiomyocyte et qui est libérée sous forme de pré-pro-BNP, 234 acides aminés, libération des peptides signal et du pro-BNP. Celui-ci va sortir de la cellule. On aura au niveau sanguin 2 paramètres, le NT-pro-BNP et le BNP. Le NT-pro-BNP, retenir qu'il a une élimination rénale. Donc, s'il y a une insuffisance rénale, il faut ne pas trop compter sur ce paramètre. Et le BNP, qui est le fragment actif, éliminé par des récepteurs membranaires. Le rôle du BNP, et en particulier, aura un rôle d'inhibiteur sur le système rénine-angiotensine, l'aldostérine, avec réduction de la libération de la rénine et blocage de la libération de l'aldostérone. Qu'est-ce qu'on peut doser? Ou que doit-on doser? On peut doser ou le BNP ou le NT-pro-BNP, peu importe. Seulement, il faut retenir que le BNP, c'est la molécule active, et le NT-pro-BNP, c'est la molécule inactive. Seulement concernant la NT-pro-BNP, on remarque qu'il y a la fonction rénale qui intervient. Les deux ont une bonne valeur prédictive positive et négative pour le diagnostic d'insuffisance cardiaque. Les deux se font par dosage immunologique par la technique sandwich. Et les deux, on peut faire, selon les différentes techniques, une méthode de détection au lit du malade. L'intérêt diagnostique en particulier est augmenté dans l'insuffisance cardiaque. Une bonne corrélation entre le taux plasmatique et la sévérité de l'insuffisance cardiaque. Et aussi, nous avons une forte valeur prédictive négative de l'insuffisance cardiaque. Puisque s'il y a dyspnée, est-ce que c'est pulmonaire ou bien c'est cardiaque? Le NT-pro-BNP peut faire suivre l'efficacité thérapeutique puisque nous allons doser le NT-BNP pour voir est-ce que le BNP a un bon travail thérapeutique. Je ne rentre pas dans les détails des concentrations, seulement on peut exclure l'insuffisance cardiaque si le dosage du BNP est inférieur à 100 et si le dosage du NT-pro-BNP est inférieur à 300 nanogrammes par litre. On peut inclure le diagnostic d'insuffisance cardiaque si le dosage est supérieur à 400 concernant le BNP et s'il est, selon l'âge, comme vous pouvez le constater, 50 ans, 50, 75 ans et 75 ans. Seulement, nous avons cette zone grise et dans ce cas-là, il faut répéter les dosages et faire une très bonne clinique. En conclusion, diagnostiquer une atteinte cardiaque en urgence est difficile et délicat. Le dosage de la myoglobine est très important dans les premières heures d'un SCA, mais le dosage des troponines reste le plus performant
Ce dosage des troponines est indiqué dans le diagnostic d'urgence d'ESCA, le diagnostic rétrospectif d'IDM et les rechutes d'infarctus du myocarde. Le dosage de la CK1B a son importance, mais si nous n'avons pas de troponine, les dosages de la CK, LDH et l'azate ne sont plus d'actualité. D'autres paramètres sont utilisés pour évaluer la sévérité du SCA, en particulier la CRP ultrasensible. Et bien sûr, dans l'insuffisance, dans le diagnostic de la dyspnée de l'insuffisance cardiaque, le dosage du BNP et du NT-proBNP reste d'importance du point de vue biologique. Et je vous remercie. Merci, professeur Chicouche.